7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Pas de préambule, pas de scène d'introduction, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet aujourd'hui. Nous parlons théâtre, éloquence, et pour cela, je suis avec Luc Desroches. Bonjour Luc Desroches. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de théâtre, d'éloquence et désormais aussi vous êtes depuis un moment directeur d'une association de formation donc à la prise de parole qui s'appelle Parole d'Homme. En deux mots, avant de revenir un petit peu plus en détail sur l'association plus tard, est-ce que vous pouvez la présenter? Quels sont vos objectifs? Bien sûr. Parole d'Homme, c'est une asso qui a été créée pour offrir des cours d'éloquence chrétienne aux prêtres catholiques. D'abord, aux prédicateurs catholiques. Ça, c'était le premier objectif. Et puis après, on a vu avec notre expérience que le théâtre et l'éloquence pouvaient vraiment changer quelque chose dans la vie de personnes qui avaient eu des parcours difficiles. Comme on a eu cette expérience-là, on s'est dit, autant essayer de proposer ça dans le cadre de l'asso à des personnes qui ont vraiment eu un parcours très difficile, à savoir personnes de la rue et les personnes détenues. Mmh. Donc aujourd'hui, on propose des cours d'éloquence et de théâtre à ces personnes-là, aux personnes de la rue et aux personnes détenues. Et on continue, bien sûr, avec notre premier objectif de l'association, qui est de former les prêtres catholiques à l'éloquence chrétienne. Mmh. Bon, on y reviendra un petit peu tout à l'heure parce que je trouve ça très intéressant cette histoire de former les prêtres. Pourquoi est-ce que les prêtres ont besoin de formation? Mais déjà, depuis 7 mois environ, si je ne me trompe pas, vous préparez une pièce de théâtre donc, du nom de Lazare fait bien les choses. Pièce qui sera jouée la semaine prochaine, les 20, 21, 22 juin à Lyon. Cette pièce de théâtre est originale parce que vous l'avez écrite, mise en scène et maintenant vous allez les jouer avec des colocataires d'une maison un petit peu particulière, les colocataires de l'association Lazare. Qui sont-ils? Quelle est cette association? Lazare, c'est une association qui a été créée il y a un petit peu plus de 10 ans, presque 15 ans, je crois, et dont le projet est de faire vivre en colocation des personnes sans abri et des jeunes professionnels. Donc, la Maison de Lyon existe depuis 2014 et je voulais leur proposer ce projet-là, puisque justement, moi, j'ai la conviction que le théâtre et l'éloquence peuvent changer vraiment quelque chose pour des gens qui ont un parcours difficile, qui ont quelque chose à guérir du point de vue de l'image d'eux-mêmes et du point de vue du rapport aux autres. C'est vraiment, j'ose le dire, même si la formule est un petit peu exagérée, mais c'est un peu un remède miracle. Et donc là, on a travaillé avec tous les colocataires, donc on était une quinzaine sur le projet, des jeunes professionnels et aussi des personnes, anciennement personnes de la rue, qui, grâce à l'association Lazare, sont en train de se sortir de cette situation et de trouver une très belle dynamique. Mmh. Donc on a accompagné ça cette année. Oui, et de quoi va parler la pièce, pour donner un petit peu envie d'aller la voir? Oui, bien sûr. Et alors la pièce, au début, moi je voulais leur proposer de jouer une pièce classique, parce que j'aime beaucoup le classique. Puis on me dit non, non, on a envie de parler de nous, donc de raconter ce qu'on vit ici. Et donc on a créé une histoire de toute pièce, on l'a écrite, c'est une pièce en 4 actes. Et l'histoire est la suivante, c'est que le maire de Lyon prépare sa campagne. Il va relancer sa campagne grâce à une grande soirée de lancement de campagne où il invite tous les grands financeurs les plus importants. Et le problème, c'est que dans son cabinet, il y a beaucoup de bras cassés. Et comme il y a beaucoup de bras cassés, au lieu d'envoyer l'invitation notamment à des invités, qui est la banque Lazare, qui est une banque lyonnaise, mais qui s'écrit Lazard, eh bien, ils vont envoyer à l'association Lazare, Lazare. Donc, forcément, on va avoir la rencontre de deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et voilà, c'est une pièce d'1 h et quart, 1 h 30 qu'on est en train de finir de mettre en scène pour la semaine prochaine. Ouais, ça a l'air passionnant en tout cas, ça me donne vraiment envie d'aller la voir. J'espère que ça donne aussi envie aux auditeurs. Donc, vous avez dit en dehors des jeunes professionnels donc, qui vivent avec ces personnes qui sortent de la rue, qui ont vécu des choses difficiles. Vous parliez un petit peu tout à l'heure du fait que le théâtre pouvait leur être vraiment bénéfique. En quoi ça les aide vraiment concrètement dans leur vie? Ça les aide sur 2 points. Quand vous faites du théâtre, il y a 2 choses qui se passent. Déjà, vous commencez par être persuadé d'être tout à fait incapable de faire du théâtre. Ça, c'est la majorité des personnes avec qui je travaille. Et au fil du temps, ces personnes-là voient que finalement, si, elles sont capables d'apprendre un texte par cœur, elles sont capables de dire ce texte devant d'autres comédiens, elles sont capables de le dire devant un public, etc. etc. Et surtout, elles sont capables d'être drôles. Et ça n'a l'air de rien, mais souvent pour ces personnes-là, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est pas quelque chose de courant pour elles. Ensuite, ça change quelque chose dans le rapport aux autres, déjà parce qu'elles vont jouer face à un public, elles vont très vite s'en apercevoir, un public bienveillant, et donc elles vont pouvoir avoir
confiance, on va dire, dans les réactions des gens. Et elle voit aussi qu'elle joue avec des partenaires de jeu sur lesquels ces personnes peuvent compter. C'est-à-dire que ils voient que quand on a un trou de mémoire, c'est le partenaire de jeu qui m'aide, qui me donne un coup de main, qui me rappelle mon texte. On se donne des conseils, on se fait réciter le texte, etc., etc. Et tout ça a fait qu'il y a eu, d'après les colocataires, hein, c'est eux qui me l'ont dit, c'est pas moi qui l'invente, mais il y a eu un vrai changement dans l'ambiance de la colocation parce que ça a apporté une vraie dynamique. C'est-à-dire, voilà, il y avait certaines personnes qui ont changé vraiment, enfin, qui sont devenues presque beaucoup plus proches en s'entraidant, en se faisant réciter les textes. Il se trouve que là, ils jouaient une scène, telle et telle personne joue une scène en même temps, donc ils travaillent beaucoup ensemble, etc., etc. Et donc, vous voyez, ça a apporté quelque chose déjà, comme je vous disais, sur l'estime d'eux-mêmes, je pense, et puis ensuite dans le rapport aux autres. Oui, oui, ça permet de guérir un petit peu certaines blessures sans doute, voilà, comme vous disiez, de retrouver confiance en soi. Je crois que sur votre site, vous parlez aussi de réapprivoiser, pardon, le regard des autres que les autres portent sur soi-même. Quelles sont les vraies difficultés que vous avez pu rencontrer? Parce que je suppose que travailler comme ça avec un groupe de personnes qui ont vécu des choses difficiles, parfois il peut y avoir peut-être des tensions, enfin en tout cas des difficultés, ouais. Bah oui, déjà, donc ce sont des personnes, comme je vous le disais, qui, dans la mesure où elles ont eu un parcours très chaotique. Il y a quelque chose de compliqué dans l'engagement, dans le fait on a eu assez peu de monde qui nous ont dit dès le début du projet, allez, moi je vais m'engager jusqu'au mois de juin, c'est sûr, je serai avec vous, etc. Vous voyez, on savait très bien qu'il y aurait quelque chose d'extrêmement volatile sur l'engagement des gens. Donc ça, c'est la première difficulté. Euh, C'est-à-dire que là, on a des gens qui nous ont rejoints il y a une semaine, par exemple. Vous voyez, et avant une semaine, c'était impossible pour ces personnes de concevoir qu'elles allaient jouer dans la pièce avec nous. Aujourd'hui, là, ça se conçoit plus facilement. Il faut aussi être prêt à l'inverse, c'est-à-dire il faut être prêt à ce que, vous voyez, par exemple, on va avoir une répétition ce soir. Et il y a une actrice très importante, une comédienne très importante de la pièce qui nous a dit: Ah, malheureusement, je ne serai pas là ce soir, exceptionnellement, désolé. Et c'est une des C'est dernières embêtant. représentations. Voilà, c'est une des dernières répétitions, c'est une des plus importantes. Donc, ça sert à rien de s'impatienter. C'est comme ça. C'est un petit peu, si vous voulez, l'éloge de la patience et l'éloge de la souplesse quand on fait travailler dans ce genre de projet. Donc, c'est très bien aussi. Hmm. La deuxième difficulté, c'est le texte. Parce que, comme ce sont des gens pour qui tous les acteurs, hein, là, je ne fais pas de distinction entre les colocataires, mais pour tous, ils ont d'autres choses dans leur vie. Donc, c'est pas la priorité. Et Ouais. donc, le texte, ils disent: Oui, c'est gentil, mais j'ai autre chose à faire. Et il a fallu, vous voyez, que je fixe une limite, c'est-à-dire, écoutez, à partir du 1er juin, les répétitions se font sans texte sur scène. Alors, ça a été la panique, mais comment on va faire? On ne connaît pas, etc. Mais je préférais, en fait, qu'il y ait un coup, un peu de pression comme ça, pour que les personnes comprennent l'importance d'apprendre le plus vite possible leur texte, parce que tant que les textes ne sont pas pris, tout bêtement, on ne peut pas travailler. Hmm. Voilà. Et la dernière difficulté, peut-être, c'était c'était que, vous savez, sur scène, ça paraît bête hein, quand on l'entend comme ça, on s'en rend pas compte, mais quand on est sur scène, il faut réapprendre à faire tout ce qu'on fait naturellement dans la vie. Hmm. Donc, quand on est sur scène, il faut réapprendre à marcher, à respirer, à parler, à regarder. Il faut réapprendre à parler. Il faut apprendre à parler plus doucement, plus fort, articuler davantage. Et ça, pour les gens, c'est pas du tout naturel parce que on a des tas de réflexes qui se mettent en place. Quand je suis sur scène, je suis en danger. Donc j'arrête d'articuler, j'arrête de parler fort, j'arrête de regarder devant moi, je me mets à regarder par terre, à reculer sur scène. Vous voyez, ce genre de choses qui ne se font pas en fait dans le théâtre. Hmm. Et contre lesquelles il faut se battre. Et pour ça, oui, c'est vrai que pour eux, ça a été difficile. Hmm. Voilà. Bon, les petites difficultés, c'est normal hein, dans ce genre de projet. Il y a surtout beaucoup de choses très belles, beaucoup de choses positives. Il y a une très très belle ambiance. Ouais. Et c'est surtout ça qu'on tient aujourd'hui. Oui, j'imagine. Et tout à l'heure, vous parliez donc des différentes formations que dispense votre association Parole d'Homme, notamment, comme vous le disiez, la formation aux prêtres. En quoi est-ce que ça consiste et pourquoi est-ce que vous tenez à former les prêtres? On a eu cette idée avec le cofondateur de l'association, Alban Achard, de former les prêtres parce que au bout de quelques années où on avait monté notre formation à la prise de parole, on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème quand même avec les prêtres? On est catholique, donc on va à la messe le dimanche et on entend des homélies, des sermons tous les dimanches. Et
Et on s'est dit au bout d'un moment, mais il y aurait quand même quelque chose à faire parce que il doit y avoir un petit manque dans la formation. Donc j'ai appelé 17 séminaires français pour savoir comment est-ce qu'ils faisaient la formation, comment est-ce qu'ils ils appréhendaient cette formation-là. Et en fait, sur les 17 séminaires français que j'ai contactés, il n'y en avait que 3 qui proposaient une initiation à la prise de parole aux séminaristes en fin de séminaire. Hmm. Donc, moi, comme je suis prof d'éloquence, je sais que ça, c'est pas possible pour que ça fonctionne. Et donc, on a commencé à proposer ça. On s'est aussi dit, peut-être qu'on est les seuls à avoir cette impression qu'il y a un besoin du côté de l'éloquence chez les prêtres. Et donc, on a fait un petit questionnaire qui faisait 12 questions et qui s'intitulait Que pensent les Français de l'homélie? Hmm. Et on a eu, surprise générale, hein, on a eu en 10 heures, on avait 1000 réponses. En 10 jours, on en a eu plus de 10 000 qui confirmaient ce qu'on disait. Et notamment avec un chiffre important qui nous disait, bah, voilà, il y a 94,5% des gens, des pratiquants, Hmm. qui pensent qu'il y a un besoin urgent de proposer cette formation-là pour les prêtres en activité et pour les séminaristes. Hmm. Donc c'est à partir de là qu'on a décidé de créer cette activité, cette association et de proposer ça aux prêtres. Oui. Vous m'avez posé la question de savoir en quoi consistait la formation. C'est une formation en 20 heures, donc qui se passe en 2 journées de 8 heures consécutives, puis un accompagnement individuel de 4 heures. La première journée de 8 heures, ça s'appelle fondamentaux oratoires. C'est toutes les bases de la communication orale qui existent depuis Aristote. Donc on n'a rien inventé. C'est d'ailleurs pour ça que cette méthode est brillante, parce qu'elle n'est pas de nous. Et, et ensuite, le deuxième jour, c'est un module qui s'appelle Église et prédication. Là, on reprend depuis Saint Augustin tout ce qui s'est dit dans l'Église sur comment prêcher. C'est-à-dire, l'Église n'a absolument pas évacué les principes de l'éloquence, de la rhétorique de la Grèce antique, mais elle les a, on va dire, elle les a christianisés, elle les a catholicisés, elle en a expliqué toute l'importance. Alors, il y a de nombreux docteurs de l'Église qui l'ont fait. Donc, on utilise, bien sûr, on se réfère à Saint François de Sales, à Saint Vincent de Paul, on se réfère à, comment dire, à Saint Vincent Ferrier aussi. Il y a le dominicain Lacordaire qui a beaucoup parlé là-dessus. Voilà, donc il y a des choses très importantes. Il y a les textes conciliaires, le Concile de Trente, le Concile Vatican II, et même les encycliques des papes. Et pour terminer, le dernier document qui est le Directoire sur l'homélie, publié en 2014 par le Vatican. Donc nous, si vous voulez, notre travail, c'est un travail qui n'a jamais été fait, à savoir une synthèse de tout ça Oui. pour expliquer aux prêtres, en fait, les grands principes, qu'est-ce qu'il fallait respecter pour que une homélie fonctionne, entre guillemets. Hmm. Ouais, c'est très intéressant. Et vis-à-vis de l'actualité, je fais un petit point actualité. On a vu les élections européennes qui viennent d'avoir lieu, les campagnes avec maintenant les élections législatives. Peut-être que vous suivez un petit peu les débats, les discours qui ont pu avoir lieu. On entend souvent les gens dire ah, tel politique a un discours vide, tel politique n'utilise que des éléments de langage. Est-ce que vous l'observez vraiment? Oui, je vous cache pas que c'est la raison principale pour laquelle j'ai arrêté de suivre de près la politique, Mhm. parce que vraiment, j'ai beaucoup de mal à rester concentré et à accepter qu'on parle pour ne rien dire. De plus en plus aujourd'hui, en fait, plus je travaille justement sur l'éloquence, qui est tout sauf de la manipulation orale, etc. Justement, c'est l'opposé de ça, hein. L'éloquence, la rhétorique, la vraie rhétorique, Mhm. c'est une chose magnifique qui est au service de la vérité, du savoir, du sens, etc. Donc, ça fait que j'ai abandonné depuis assez longtemps les commentaires sur la politique. Il y en a quelques-uns que je trouve relativement bons en débat. Euh, c'est vrai que la majorité, bon, on est sur la récitation d'éléments de langage, donc ça ne mérite absolument aucun commentaire parce que il y a rien à dire, on ne peut pas commenter le vide. Ouais. Et, mais de fait, il est intéressant de voir que certains sont quand même un peu plus, on va dire un peu plus à l'aise, et que souvent dans l'opposition, il y a de fait plus de choses à dire. Mhm. C'est vrai. Ouais. Et quel petit conseil, peut-être 3 petits conseils que vous pourriez donner aux auditeurs qui nous écoutent pour être plus éloquents, pour bien s'exprimer en public? Déjà, vous ne serez jamais éloquent si vous ne vous préparez pas. Ça Hmm. n'existe pas, c'est impossible. Vous serez au mieux quelqu'un d'un peu doué dans l'improvisation, mais vous serez un battleur et très très vite, on va se rendre compte que vous ne dites rien, vous parlez pour du vent. Donc il faut que vous vous prépariez. Ça, c'est la première chose qui est la plus importante. La deuxième chose importante, c'est que il faut que vous partiez du principe que les gens ont envie qu'on leur parle. Donc, il faut à tout prix exclure la possibilité d'avoir un papier. Parce que si vous avez un papier, c'est comme si vous aviez un doudou, vous avez envie de lire votre papier, et même si vous avez travaillé votre sujet, vous allez lire votre papier. Il faut accepter de faire ce petit saut dans le vide, de parler sans papier, et vous allez voir que ça va radicalement changer votre manière d'appréhender le discours.
La dernière chose que j'aurais à vous conseiller, c'est dans la préparation, c'est de vous entraîner à voix haute. Ne parlez pas, ne parlez jamais, jamais, jamais en public sans avoir commencé par faire votre discours à voix haute. Et j'irai même plus loin pour finir ce conseil. Je vous conseille de faire quelque chose que moi je fais depuis près de 10 ans. Je vous conseille de vous mettre à parler tout seul. Alors moi je passe pour un fou dans la rue, mais c'est pas grave parce que je fais semblant de téléphoner. Mais je vous conseille de parler tout seul, d'avoir l'habitude d'entendre votre voix et de prendre l'habitude de donner un support matériel clair, audible à votre pensée. Ça ne sert à rien de penser sans arrêt dans sa tête. Il faut aussi que la pensée s'incarne par la langue. Donc voilà les conseils essentiels, on va dire. Eh ben, merci beaucoup. On rappelle donc la pièce de théâtre le Lazare, j'ai perdu le nom. Lazare fait bien les choses, pardon, les 20, 21, 22 juin à Lyon, dans le 5e arrondissement, au centre scolaire Saint-Marc-Sainte-Ursule. Vous pouvez réserver vos billets, je crois, sur le site Billets Réduc. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir, je pense que ça vaut le détour. Merci beaucoup, Luc Desroches.